On accueille sur le plateau du 23h Benoît Grémard. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous ce soir. Chercheur associé à l'Institut d'études de stratégie et de défense. La défense, donc, qui se voit octroyer une enveloppe supplémentaire de 6,5 milliards d'euros. On ne sait pas encore ce qu'il en est de la question du financement et ça suscite beaucoup de réactions de la part de l'opposition ce soir. Le chef de l'État qui parle d'un effort historique, est-ce que c'est vraiment le cas ? Exactement, dans l'idée où en fait il a fait qu'augmenter d'un peu plus de 7 milliards donc un budget de la défense depuis son arrivée en fait en 2017, mais l'effort reste moindre par rapport en fait à 30 ans de dividende de la paix et donc de réduction du budget en lui-même, et donc de réduction du format des armées au niveau des hommes, des effectifs, mais également au niveau du matériel. Donc beaucoup parlent en fait au niveau des experts d'une loi de réparation, mais on en est encore loin par rapport en fait aux trous de la raquette qui sont encore nombreux au niveau de l'armée. Le défilé du 14 juillet, c'est donc demain. On a la tradition veut qu'on y assiste en famille et qu'on y va plus pour le côté ludique et voir un peu spectaculaire de la chose. Est-ce que l'armée aujourd'hui va être regardée d'un autre œil au vu du ton grave qu'avait quand même ce soir le président de la République? Oui, c'est mon avis dans l'idée où ce discours était aussi un discours de réarmement moral, plus qu'en fait au niveau des annonces. Vous pouvez annoncer par exemple une augmentation de 7 milliards d'un budget déjà assez conséquent par rapport en fait au troisième budget de l'État et des armées, mais il s'agissait vraiment en fait de remobiliser l'esprit des citoyens, des Françaises et des Français, pour qu'ils croient en fait en leur armée et aussi au destin de leur pays. Mais il y a aussi quand même cette crainte, bien sûr, et cette menace. On parle précisément aussi de la Russie. Pour être libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. L'heure est grave, réellement? Disons que c'est un rappel à la politique de puissance, dans l'idée où la montée des États s'effectue en fonction de certains moyens, notamment des moyens armés, des moyens de défense, par rapport au concert des nations. Jusqu'alors, au niveau de l'Europe, on avait pensé en fait, via la mondialisation heureuse, à faire des relations plutôt commerciales sur un modèle économique et juridiquement établi. Là, la montée puissante de certains États fait que les règles du jeu changent et ce sont toujours les États qui sont à l'ordre du jour. Lacune, retard. C'est pas très rassurant tout ce qu'on vient d'entendre. Mais effectivement, c'est aussi 30 ans de dividende de la paix qui ont fait une baisse des budgets et aussi une armée qui a mis du temps à se moderniser par rapport en fait aussi à certaines politiques de défense qui ont tardé à prendre le vent en poupe. Les drones remontent aux années 90 avec la révolution des affaires militaires où les Américains ont déjà commencé à les construire, mais la France a mis énormément de temps à pouvoir justement les acquérir et aussi les développer. On va revenir sur les drones. Ce qui inquiète également, bien sûr, c'est le désengagement américain. Oui, tout à fait, dans l'idée où une grande partie des partenaires européens, notamment, se sont appuyés sur les Américains pour pouvoir gérer la sécurité du continent européen. Une fois que les Américains se retirent, ou du moins montrent moins d'impatience en fait à faire front par rapport à la Russie, les Européens se retrouvent un peu seuls par rapport en fait à la menace russe. Alors on a entendu aussi plusieurs reprises le mot bascule. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui? Bascule est souvent sur le long terme, dans l'idée où on aurait très bien pu penser à cette bascule dès 2014 avec la Crimée, où finalement on voit qu'en 2022, c'est toujours la même partie qui se joue sur fond de guerre d'Ukraine. Alors, la désinformation, les attaques hybrides ou encore la lutte contre le terrorisme, on parle bien sûr de beaucoup de choses, de munitions, de gens sur le terrain, mais la guerre est sur tous les fronts. Oui, absolument. On retrouve en fait le schéma d'une guerre presque totale, dans l'idée où c'est la mobilisation des ressources humaines et naturelles en vue en fait d'un but politique. Ça, c'est le XXe siècle qui nous l'a appris et le XXIe siècle en fait rejoue finalement la même leçon dans l'idée où la Russie en fait a retenu aussi les leçons du passé. Avant Emmanuel Macron, plusieurs personnes ont pris la parole. On parlait du chef de l'état-major, le général Thierry Burkhardt aussi a pris la parole. C'est rare d'ailleurs de sa part. Il a parlé bien sûr de ces menaces cyber qui menacent tous les pans de la société. Ce sont ces mots qui appuie aussi sur les propos du chef de l'État, sur la gravité des propos du chef de l'État. Tout à fait, en fait, le discours du général Burkhardt servait justement de tremplin aux propos qui ont été tenus par Emmanuel Macron. Mais l'idée, c'est que nous sommes dans une société qui, si on suit un peu l'information, ce type de menace ne date pas d'hier. Souvenez-vous, lors des JO, la Russie avait déjà aussi attaqué en termes de désinformation la France. Le retour du service militaire, c'est un point que le président a abordé à la fin de son discours sans donner de réponse. Il renvoie à l'automne pour avoir une décision définitive. Il faut un retour du service militaire en France. Disons que c'est une réponse sociale à Vladimir Poutine qui, en fait, par plusieurs moyens différenciés,
réaugmente aussi sa masse, notamment ses effectifs au niveau des armées. Vous savez que la France, il n'y a plus de service militaire parce qu'il a été suspendu. Vladimir Poutine n'a pas eu ce problème-là, mais a fait passer dernièrement une loi qui facilite l'incorporation d'étrangers dans son armée. La France essaie de trouver un moyen plutôt original à sa disposition, et la question revient effectivement, et elle ne date pas d'hier, depuis finalement la suspension sous Jacques Chirac, se pose aussi la question de la nécessité de revenir au service militaire. La population française suit ça de très près. Nous ne sommes pas là pour agiter les peurs ou les inquiétudes, nous sommes là pour les documenter et y apporter les réponses. C'est ce qu'a défendu le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Malgré tout, forcément, quand on voit toutes ces images, toutes ces informations et tous ces zéros derrière le budget de la défense, il y a de quoi quand même s'inquiéter. Oui, effectivement. Après, c'est vrai que cela faisait 20 ans que le discours public montrait que la France n'avait pas d'ennemis, n'avait pas d'État qui constituait en fait une menace, que ce soit à ses frontières ou au moins au niveau de ses intérêts. Là, le discours au moins a l'avantage d'avoir une clarté vis-à-vis en fait de la population, pour notamment consentir aussi à préparer un certain effort, déjà mental et puis peut-être après financier, pour réarmer toute l'industrie de défense française. Et nos voisins, comment se comportent-ils face à la guerre en Ukraine? On sait que l'Angleterre notamment ne compte pas les zéros justement. Tout à fait, oui, l'Angleterre augmente son budget, mais pas autant que l'Allemagne, qui aussi fait un effort qui va porter jusqu'à 100 milliards dans les prochaines années. Disons que le conflit permet aussi de révéler certaines puissances européennes à leur rang, et c'est aussi tout l'enjeu géopolitique de ce conflit. Ouais, en attendant, on parle bien sûr de ce qu'a annoncé l'enveloppe d'Emmanuel Macron, mais l'OTAN disait qu'il fallait plus encore du PIB. Oui, absolument, dans l'idée où 67 milliards, c'est bien, mais ça ne suffit pas finalement par rapport aux 5% qui étaient demandés par rapport au PIB vis-à-vis de l'OTAN pour réarmer convenablement l'Europe. Benoît Grémard, merci beaucoup, chercheur associé à l'Institut d'études de stratégie et de défense. Merci pour votre éclairage ce soir dans le 23h.